Donc merci beaucoup d'être là. Comme vous le savez, malheureusement, il y a aussi ce matin, aujourd'hui, une certaine actualité, plus que jamais, une certaine actualité à évoquer ce sujet de la post-nature, puisque il y a une certaine ironie à présenter une table ronde donc sur la post-nature, alors que le président des faits alternatifs et de la post-vérité vient de retirer son pays de l'accord de Paris sur le climat. Bon, mais justement, parler de post-nature, comme je crois que nous allons essayer de le montrer à travers différents travaux d'artistes, c'est tout le contraire justement de faire preuve d'un déni de réalité, comme le manifestent les climato-sceptiques. L'enjeu, tout au contraire, c'est de donner ou de redonner à la nature toute sa place en interrogeant le binarisme nature-culture qui a jusqu'ici, dans une certaine mesure, occulté la puissance d'agir de la nature. Alors derrière le titre de cette séance, j'en conviens un petit peu accrocheur, il s'agit d'abord de renvoyer à un phénomène majeur dans les domaines des sciences sociales et humaines, à savoir le nombre de plus en plus important de travaux qui relisent le monde à travers, à la lueur de la crise écologique sans précédent dans laquelle nous sommes plongés. Alors, on trouve ça dans les disciplines les plus diverses, la philosophie, la géographie, la sociologie, l'histoire de l'art, les études littéraires, etc. Et ces recherches ont en commun de s'attacher à démanteler les notions conventionnelles rendues caduques, notions conventionnelles de la nature rendues caduques par la magnitude des désastres environnementaux dans la période contemporaine. Comment, en effet, parler encore de nature alors qu'un consensus se dessine pour reconnaître que nous sommes entrés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène, où ce qui relèverait de l'environnement naturel et ce qui serait le fait de l'activité humaine est inextricablement lié. Alors ici, je vous ai mis donc quelques ouvrages de référence, ce ne sont pas les seuls qui tournent autour de cette question de la post-nature. Il y a bien sûr les travaux très importants de James Lovelock sur Gaïa, ce qu'il appelle l'hypothèse Gaïa. Donc en effet, comment reconnaître le visage familier de la nature tel que nous l'avons défini, du moins depuis la modernité occidentale, dans cet être imprévisible et troublant qu'est Gaïa. Donc Gaïa, l'hypothèse Gaïa consiste donc à affirmer que la Terre est un être vivant, c'est-à-dire non pas, et là il faut faire attention, non pas qu'il s'agisse d'envisager la Terre d'un point de vue vitaliste, facile, ou pire encore, à partir d'une position mystique de type New Age. Gaïa, comme le précise Bruno Latour dans ses travaux sur cette question, et là je renvoie par exemple à son ouvrage Face à Gaïa que vous avez ici en haut. Donc Gaïa, comme le précise Bruno Latour, ne forme pas justement un tout harmonieux, un bel équilibre, mais au contraire un ensemble complexe dont la vie même est attestée par le déséquilibre. C'est ça véritablement qui sous-tend l'hypothèse de James Lovelock. Et donc avec Gaïa, les actants se multiplient, nous obligeant à nous déprendre de l'anthropocentrisme. Nous voici donc, selon Latour, entrés, je le cite, dans une période post-naturelle, où la multiplicité du monde réapparaît sous la nature. De manière comparable, Timothy Morton, ici à droite, un chercheur américain qui est associé au courant philosophique du réalisme spéculatif, prône une écologie sans la nature, seule garante à ses yeux d'une authentique approche environnementale. Et enfin, je citerai également donc les travaux de l'historien de l'art T.J. Demos, qui lui associe les luttes postcoloniales et les préoccupations environnementales, appelant ni plus ni moins qu'à une décolonisation de la nature dont il voit les prémices dans les œuvres de plusieurs artistes contemporains à travers le monde. Alors justement, comme souvent, les artistes, ces drôles d'animaux ou ces espèces rares, j'espère pas en voie de disparition, ont été parmi les premiers certainement à détecter les bouleversements en cours.
Et donc dans cette séance, nous avons choisi de mettre en résonance la période vraiment contemporaine, actuelle, avec la période historique des années 60-70. En effet, donc, dans les années 60-70, en même temps qu'émerge une première vraie conscience écologique, on voit apparaître un courant artistique généralement regroupé sous le nom de land art. Alors, c'est une appellation qui est problématique, on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans en détail, il faut juste savoir que c'est quand même une appellation qui est surtout le fait de galeristes, de galeristes allemands d'ailleurs. C'est une appellation problématique surtout pour des raisons de fond, c'est-à-dire que à travers land art, on a l'impression d'entendre une connexion intime avec la terre, quelque chose de très symbiotique avec la terre, le paysage, la nature. C'est le cas dans certains travaux de land artistes, d'ailleurs plutôt européens, plutôt d'ailleurs du côté de l'Angleterre, mais cette appellation ne rend pas compte de l'antinaturalisme foncier, si je puis dire, qui sous-tend la démarche donc de plusieurs artistes associés à ce mouvement. Alors, quelques exemples extrêmement rapides, parce que de toute façon, on va revenir dessus plus amplement. Mais donc voilà, Dennis Oppenheim, qui, tout en s'inspirant de l'agronomie et de la biologie, déclarait de façon très catégorique son peu d'intérêt pour la nature et l'écologie, décrivant d'ailleurs l'écologie comme une conception moralisatrice du rapport à la terre. De façon encore plus explicite, Robert Smithson affirmait que la nature était une fiction née au XVIIIe et XIXe siècle. Et il faut noter d'ailleurs que Smithson a beaucoup œuvré pour la revalorisation du pittoresque. Ici, je renvoie à un article qu'il a écrit, donc il a publié en 73, qui tourne autour du parc, de Central Park, ce parc au cœur de New York, qui a été donc conçu par un paysagiste du nom d'Olmsted et qui est un des grands chefs-d'œuvre du paysagisme pittoresque américain. Donc Smithson, effectivement, a largement œuvré pour revaloriser le pittoresque. Pourquoi ? Non pas, alors quand on dit pittoresque, parfois, malheureusement, enfin en tous les cas, depuis évidemment, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, mais peut-être qu'on entend plutôt quelque chose qui évoque une certaine approche sentimentale. Lui, ce qui l'intéressait au contraire, c'était le caractère, la manière dont le pittoresque avait permis de mettre en lumière le caractère fabriqué et artificiel de la notion de nature. En même temps, on trouve chez Smithson, et aussi chez quelqu'un comme Oppenheim et d'autres land artistes, une conception qu'on peut vraiment qualifier de géologique de la pensée même, de la pensée, du langage, qui anticipe sur la manière dont actuellement les sciences de la Terre irriguent les sciences humaines. Beaucoup de choses sont relues maintenant à travers le prisme géologique. Et de la même manière, dans les écrits de Smithson, on trouve par exemple un appel à créer ce que Smithson nomme une climatologie du cerveau et de l'œil, qui annonce l'importance actuelle du paradigme climatologique dans des disciplines comme l'esthétique, les études médiales, ce qu'on appelle les media studies en anglais, la philosophie, etc. Voilà, donc qu'il s'agisse d'Oppenheim, de Smithson ou d'autres artistes que nous verrons, comme vont nous l'exposer plus en détail, donc Benjamin Riado à ma gauche et Ricardo Venturi en bout de table, on constate donc un même refus des solutions faciles devant les dégâts portés à l'environnement et une même volonté, c'est surtout ça je crois qui est intéressant, de mener un examen critique du point de vue depuis lequel on envisage la nature. Donc on pourrait, en ce sens, reprendre au compte de ces artistes les propos récents de la philosophe Isabelle Stengers, qui dans son livre « Au temps des catastrophes, résister à la barbarie qui vient », déclare que désormais nous avons, je cite, « affaire non plus seulement à une nature à protéger contre les dégâts causés par les humains, mais aussi à une nature capable, pour de bon, de déranger nos savoirs et nos vies ». Mais alors, cependant, ce qui est encore absent chez les artistes du land art est une perspective globale sur la question environnementale. Alors, le terme global, peut-être qu'on en reparlera dans la conversation, dans la discussion, est lui aussi très problématique, non moins problématique que celui de nature. Quoi qu'il en soit, dans le cas de l'écologie globale qui va être évoquée ici, me semble-t-il, par Anne-Laure Amilazari à travers le cas de l'artiste contemporaine Ursula Biman, le but est de rendre visible l'interconnexion à l'échelle planétaire des problèmes environnementaux.
Par exemple, on va révéler et comprendre comment la montée des eaux qui menacent les côtes du Bangladesh est reliée à la pollution générée à l'autre bout du monde, dans un tout autre climat, par des mines à ciel ouvert dans une province du Canada. Donc vraiment penser les choses de façon en changeant vraiment les échelles, les grilles d'analyse. Ce type d'approche met en même temps en exergue la dimension profondément politique de la nature, un aspect souvent occulté par les approches plus classiques, ainsi que, il faut quand même le dire, par beaucoup de mouvements écologiques actuels pour lesquels l'environnement naturel serait neutre politiquement. Voilà, donc on l'aura compris, en abordant la post-nature, l'enjeu n'est pas du tout de relativiser la notion de nature, d'en faire par exemple une simple construction culturelle, un élément désincarné du discours, mais bien plutôt d'essayer vraiment de se confronter à elle dans sa matérialité, sa radicalité, son étrangeté. Voilà, de prendre compte du fait qu'aujourd'hui, finalement, dans cette période post-naturelle, le paradoxe serait que finalement, la nature arrive plus que jamais sur le devant de la scène et nous rappelle que non, elle ne peut pas être un fait alternatif, pour reprendre le vocabulaire en vogue. Voilà, alors pour aborder ces questions, on va entendre 3 interventions, mais donc entre chaque intervention, qui vont durer chacune entre un quart d'heure et 20 minutes, on va vous donner le temps de 2 questions. Le temps malheureusement nous est compté, donc on pourra prendre que 2 questions après chacune des interventions, et ensuite, si on a le temps, on fera donc une discussion plus générale. Alors, comme il s'agit de bousculer nos façons de penser, nous allons aussi bousculer la chronologie, et nous allons partir du contemporain le plus récent pour remonter dans le temps. Donc nous allons d'abord entendre une communication d'Anne-Laure Amilazari intitulée « Nature sans frontières » à propos d'Ursula Biman. Ensuite, nous entendrons Benjamin Riados sur le land art américain avec une intervention intitulée Viewing Stations, considération sur la fabrique des points de vue dans le land art. Et nous terminerons avec un épisode peu connu de l'histoire du land art et de l'art environnemental en Europe, présenté par Riccardo Venturi. Donc, le titre de sa communication est Magma, géologie et éco-art dans l'opération Vésuve de Pierre Restani, pardon. Et voilà, c'est bon, la technique nous suit. C'est formidable. Alors, juste très rapidement, je présente très rapidement donc Anne-Laure Amilazari qui nous fait l'amitié de venir de Grenoble, donc qui est professeure de géographie à l'université Grenoble-Alpes et directrice du laboratoire Pacte. Elle est une géographe politique dont le travail concerne les frontières et ses dernières recherches sont consacrées aux relations entre l'espace et l'art contemporain dans et à propos des lieux contestés. Et elle a, entre autres, elle a des publications extrêmement abondantes et très, très intéressantes. Et elle a, entre autres, participé à la fondation du collectif Anti-Atlas des frontières, qui était donc un projet à la convergence des sciences et des arts. Voilà, donc Anne-Laure. Bien, merci Larissa, merci à tous pour cette invitation et l'occasion de vous rencontrer dans un lieu exceptionnel. Alors, je ne suis pas historienne de l'art, je suis depuis une dizaine d'années praticienne des croisements art, politique, géographie, sciences sociales, et donc allant jusqu'à fonder un collectif qui se réclame en fait de ces croisements et de cette interaction entre sciences sociales et expérimentation artistique. Donc j'espère que nous parlerons un langage, des langages compatibles. Alors pourquoi Nature sans frontières? Parce que quand Larissa m'a demandé de travailler avec vous sur cette question de l'écologie globale et de l'élargissement en fait des problématiques de l'anthropocène au champ esthétique, j'ai voulu y répondre à partir de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les espaces de limite internationales, où la question de la nature a joué un rôle très important depuis l'époque moderne, avec des évolutions et des bouleversements récents assez importants.
Et j'ai souhaité le faire à partir de l'œuvre d'une artiste contemporaine née en 1955, qui vit et travaille en Suisse actuellement, même si elle voyage beaucoup à travers la planète, qui s'appelle Ursula Biman, parce que dans son travail, elle est vraiment passée d'un cycle frontière à un cycle anthropocène, on va dire, eh bien, en fait, il y a des liens extrêmement intéressants et troublants entre ces deux problématiques, des liens esthétiques dans son œuvre, vous le verrez, et qu'il s'agit donc aussi de montrer comment, en fait, d'une problématique à une autre, d'un problème social, d'un problème d'actualité à un autre, on va voir si on doit partir en courant ou pas. Donc, eh bien, la question des échelles, la question des lieux se pose différemment. J'ai choisi aussi de vous parler du travail d'Ursula Biman parce que, en fait, vous allez le voir, une des thématiques principales de son travail, c'est la question des flux, du mouvement. Elle a d'abord analysé le mouvement des personnes et des biens à l'échelle de la planète, des corps, et puis aujourd'hui, elle s'intéresse à ces interactions du point de vue de l'air, de l'eau et de tous les fluides, et donc de ces interactions entre l'homme et le non-humain, en fait, à l'échelle de la planète, d'un point de vue extrêmement dynamique. C'est quelqu'un qui a une pratique c'est assez désagréable de parler dans ces conditions, mais je continue. Elle travaille à partir d'une forme d'un médium qui est en fait la vidéo. Elle a contribué à fonder une forme qu'elle a appelée l'essai vidéo, le vidéo essai. Et elle est aussi commissaire, donc elle a aussi une pratique en fait de regroupement et d'action collective autour de son travail. Alors, ce qui m'intéresse autour de ce travail et de la façon dont on va aussi poursuivre la réflexion, c'est bien sûr le fait que elle a cette pratique documentaire ou quasi documentaire qui au départ en fait se cristallise autour de la notion du mouvement du flux et qui petit à petit en fait va zoomer en fait vers la question de la matière qu'elle cherche à capter à toutes les échelles. Et elle fait partie en fait d'un projet assez intéressant qui s'appelle World of Matter, et donc quelque part de ce renouveau matérialiste critique qui nous engage aujourd'hui tous autour de la table. Alors, par rapport à cela aussi, positionner ma présentation par rapport à un courant en sciences sociales qui s'appelle l'esthétique environnementale, qui est en fait une forme d'analyse de ces pratiques artistiques liées à la question du changement climatique, de l'anthropocène, etc., qui se veulent en fait une réappropriation de l'environnement dans un but potentiellement critique et politique, mais une réappropriation de l'environnement qui se joue en fait des lois de la conservation biologique, qui se joue aussi des lois de la matière vivante telle qu'elle est exprimée en biologie ou en physique, et qui propose finalement des nouvelles grilles de lecture de l'environnement qui sont assez stimulantes et donc dans lesquelles je ne m'engage pas complètement, mais qui m'ont inspiré pour construire mon propos cet après-midi. Voilà, là d'où je parle, c'est de cette question, c'est de ce collectif effectivement qui regroupe des chercheurs, des experts, des artistes autour de la question des frontières et qui touche la question de la nature à travers la question des corps plus que de l'anthropocène. Mais bon, voilà d'où je viens, au moins il y a donc au-delà de ce collectif un journal, un site, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est effectivement, puisque on avait cette problématique historique depuis les années 70 jusqu'à nos jours, c'est finalement de remonter le temps depuis une œuvre qui s'appelle Deepwater, qui est très récente, en 2013, qui lie l'écologie globale au champ artistique, et puis remonter le temps jusqu'aux œuvres sur la frontière. Dites-vous que c'est très désagréable pour vous, mais que quand on parle, c'est encore plus compliqué. Et de revenir ensuite, la numérotation n'a pas suivi, sur une explication un petit peu plus rationnelle en fait de ce jeu entre ordre esthétique, ordre visuel et façon de délimiter, de construire
un maillage du monde à travers les frontières et à travers la mise en partition et la mise en répartition de la nature. Donc, il s'agit vraiment, par rapport à cette question de l'esthétique environnementale, d'ouvrir la créativité ordinaire, sociale, dans les rapports à l'environnement, et de ne plus considérer l'adaptation au changement climatique uniquement comme un enjeu technique ou sociétal et en termes d'aménagement à la marge d'un système, mais de s'introduire de plein pied au cœur du système. Alors un système, ça n'a normalement ni centre ni périphérie, donc c'est une façon de parler, mais c'est une façon un petit peu radicale en fait de travailler et de creuser la question de l'anthropocène. Alors pourquoi Deep Weather? Parce que donc c'est une œuvre qui a été présentée à la Biennale de Venise, donc en 2013, mais qui a été présentée donc par une artiste suisse dans le pavillon des Maldives. Donc c'est une œuvre qui parle au-delà des pavillons nationaux, et c'est aussi comme cela qu'elle se présente dès le départ, qui se présente comme une œuvre qui traverse en fait une série de frontières, et notamment qui traverse les codes de présentation de l'art contemporain aujourd'hui, dans cette version en fait transnationale, on peut presque dire, de la présentation donc dans le pavillon des Maldives. C'est une œuvre aussi dont le nom, en fait, reprend, fait écho à un fait d'actualité que vous avez certainement oublié, dont vous avez certainement oublié les détails, mais pas les enjeux. Deepwater Horizon, c'était le nom d'une plateforme pétrolière, en fait, qui a BP, qui a pratiquement causé la faillite de BP, puisqu'elle a explosé dans le golfe du Mexique, conduisant à la stérilisation en fait de tout l'écosystème du Golfe. Donc voilà, Deep Weather, il y a une forme de menace dans cette intrication profonde, et je vais y aller puisque le temps passe vite. Alors simplement pour vous rapporter en fait des propos d'Ursula Biman elle-même. Ce qui l'intéresse, c'est effectivement de ne pas considérer la Terre comme un système clos, mais comme un écosystème en interaction et en circulation. Alors sans s'enferrer dans, comme le disait Larissa Adriansky, dans une métaphore vitaliste. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est l'effet papillon, quelque chose qui se produit en un lieu va pouvoir faire écho en un autre lieu de la planète, mais de façon plus profonde. Et ce qui est intéressant, vous allez le voir dans Deep Weather, c'est à la fois la congrégation et l'entrechoquement des échelles d'espace scalaire, mais aussi du temps, puisque en fait elle confronte les temps géologiques et les interventions contemporaines. À travers une vidéo qui finalement est assez courte et qui regroupe pas mal des techniques qu'elle utilise jusque-là. Donc je vais simplement reprendre, parce que ce sont les captures officielles, ce qu'elle montre sur son site. Après, c'est une vidéo assez courte, et puis je les commenterai au fur et à mesure pour les comparer avec ses travaux précédents. Donc, Deep Weather, ça s'ouvre effectivement sur des panoramas aquatiques, en fait, d'une part des eaux dont on ne sait pas très bien, ce sont des lacs, des rivières dans le Grand Nord canadien, et des eaux qui sont celles du golfe du Bangladesh. Et en fait, il s'agit donc de la côte du Bangladesh qui est sous la menace d'une inondation directe avec le rehaussement du niveau des mers dans les prochaines décennies, et des sables bitumineux du Canada autour d'une ville qui s'appelle Fort Murray, qui depuis s'est rendue assez célèbre puisqu'elle a brûlé pendant assez longtemps. Et elle va donc pendant les premières minutes de la vidéo jouer sur les ambiances. Et le fait qu'elle prend souvent l'avion et qu'elle joue de vues aériennes qui sont très souvent obliques, pour à la fois pour ne pas rentrer dans une reproduction cartographique, mais essayer de travailler la question du point de vue et travailler aussi la question des couches. Ce qui est intéressant en fait, c'est que à partir du moment où elle est dans les airs, eh bien on voit à la fois la terre, on voit l'eau, on voit donc ces fameuses sédimentations anciennes en fait qui sont l'objet
l'objet de la convoitise des hommes aujourd'hui du XXIe siècle, puisque ces sables bitumineux sont en train de faire sortir les États-Unis et le Canada d'une dépendance vis-à-vis du pétrole, une dépendance extérieure. Et puis il y a l'air, il y a l'eau, etc. Donc on continue. Et surtout, en fait, ce qui va être fascinant, et moi, il manque quelques images là-dessus, c'est en fait que ce paysage vu des airs et vu du ciel et vu des flux finalement de circulation atmosphérique dans lesquels elle se place en tant que preneuse de vue, eh bien, on voit des installations humaines, on voit ce sol qui est complètement mis à nu, scarifié par les hommes, mais à travers la machine, puisque le principal acteur en fait du développement de ces plaines de l'ouest du Canada, ce sont ces énormes camions que l'on voit en petit ici sur l'image. Et donc en face à face, on va avoir en fait une initiative. Enfin, on va avoir donc la côte du delta du Bengale, où des hommes et des femmes, en fait, vous le voyez, font procession avec des sacs de riz vides qu'ils remplissent de terre et qu'ils viennent accumuler pour faire des digues, pour lutter à main nue, puisqu'on les voit gratter la terre, comme le font les gros scrappers du côté canadien, pour construire des digues contre le changement climatique, contre l'élévation des eaux, avec, vous le voyez là, du coup, une approche de proximité, un regard sur les corps des hommes et des femmes qui déploient une force incroyable en fait pour lutter contre un phénomène qui semble relativement inéluctable, en tout cas à court terme. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce deep weather? En fait, il y a et pourquoi est-ce qu'elle en arrive là et comment elle arrive à présenter ce point de vue-là sur le changement climatique? En fait, il y a tout un travail sur le lien, sur les échelles, qui vient d'une longue série d'enquêtes. Ça devrait être 2 et pas 3, pardon, sur la question de la frontière, et notamment une forme qu'elle pratique beaucoup, qui est celle de la mise en lien de petites capsules vidéo. Alors dans Deep Weather, c'est un film dans son ensemble, et dans Sahara Chronicle, qui était donc une œuvre sur la question des migrations sahariennes, c'est une série de petites vidéos que en fait le visionneur est censé regarder dans l'ordre qu'il le souhaite. Et si vous allez le voir, il y a pas mal d'échos, y compris dans la composition des images, sauf que, enfin, y compris donc dans l'insertion de quelques textes, dans le rapport des regards, dans la composition des corps en mouvement, et dans la façon en fait dont elle joue du mouvement, des corps et de la matière, avec donc toujours la question du mouvement au cœur de son travail. Ces personnes qui sont là à traverser le Sahara à une époque où c'était encore un petit peu plus facile qu'aujourd'hui. Et puis des choses très intéressantes sur lesquelles je n'ai pas l'occasion de revenir aujourd'hui, mais c'est une des premières à travailler sur la transformation aujourd'hui de la nature de l'image technologique dans ce qu'elle nous raconte en fait des liens de la planète, et dans ce qu'elle nous raconte de la médiatisation de la planète, notamment à travers le regard du drone, qui est une nouvelle forme de paysage vu par la machine. Et donc là, il y a des extraits d'images de drones qui travaillent sur l'indexation du paysage et de l'iconographie, qui sont extrêmement intéressantes. Je vous laisse aussi faire le lien, je vois le temps tourner très très vite, avec les images précédentes. Ce qui est particulièrement saisissant par rapport à ce que nous remarquons aujourd'hui, et ce que je voulais vous montrer sur Deep Weather, c'est qu'elle fait partir en fait ces personnes évidemment des grandes bourgades du nord du Niger ou du Mali, mais elle les fait partir aussi du cœur de la terre, de là où sont nos intérêts français, et notamment par exemple des mines d'uranium du Niger. Et donc il y a cette préoccupation déjà derrière la migration des hommes, pour la migration de la matière et des capitaux, en fait, qui sont au cœur de la globalisation et qui produisent tous ces déplacements. On n'a pas le temps non plus d'aller vraiment en détail, mais en fait, il y a d'autres œuvres qui sont moins connues d'elle, qui très tôt, en fait, faisaient ce lien, notamment une série d'images sur la Caspienne qui s'appelle Black Sea Files, et puis ça vraiment son œuvre séminale qui s'appelle Performing the Border. Black Sea Files, c'est
c'est vraiment un travail sur l'interface Orient-Occident à travers la question du pétrole et à travers des images que je voulais vous montrer parce qu'elles sont assez saisissantes de manifestations liées à la fois à la transformation politique et à la transformation du climat en Turquie et qui font écho ici à des images qu'on a vues plus récemment. Donc la façon dont elles montrent tout ça, c'est souvent donc, sur cette question de la captation et de la multicaptation et d'une installation dans laquelle le spectateur constitue ses propres itérations. Performing the Borders, donc c'était la première fois qu'elle insérait vraiment des mots sur des images et qu'elle allait voir la question des corps comme des corps humains et des corps féminins comme étant constituant de la frontière États-Unis-Mexique au-delà de la ligne. Et ce qui m'intéresse là, en fait, c'est la façon dont elle a fabriqué à travers tout son travail et toute son œuvre qui doit normalement recevoir la reconnaissance par une reconstitution à Vienne prochainement, tout un vocabulaire en fait pour parler de la frontière autrement. Alors je vais très très vite là-dessus parce que c'est quand même la dernière partie sur laquelle je voulais insister aussi. C'était sur les raisons de cette répartition naturelle et la façon dont, et pourquoi en fait il était aussi intéressant et aussi important de lier nature, culture, corps, frontières. Je vais passer très vite puisque il me reste plus que quelques minutes. C'est vraiment l'idée en fait que la frontière et la vision binaire du monde que nous avons entre nature, culture, elle s'est traduite en fait dans une construction assez binaire en fait de nos environnements politiques, autant qu'esthétiques à l'époque moderne en fait. Au moment où se constituent nos frontières nationales, c'est aussi le moment où se constituent pour la première fois des cartes précises et sur ces cartes relativement précises, eh bien il y a des chaînes de montagnes figurées par des petits triangles reliés les uns aux autres. Il y a des fleuves. Et depuis les cabinets où les ambassadeurs se réunissent pour essayer de trouver une stabilité à l'Europe au XVIIe siècle dans l'Allemagne du Sud, on appelle ça les traités de Westphalie, eh bien, ils ont des cartes qui sont les instruments les plus modernes qui existent à l'époque et ils vont dessiner sur ces cartes eh bien, des frontières qu'ils vont considérer comme pouvant potentiellement être dotée d'une force d'autant plus forte qu'elle reposera sur des supports eh bien de l'ordre des supports topographiques. Et pourquoi cela? Parce que à l'époque, les souverains européens règnent tous de droit divin. Dieu a créé le monde, les hommes, les montagnes, les rivières. Et si le pouvoir d'un roi en fait dépend du tracé d'une rivière, eh bien, il sera immuable. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes tous dans la salle probablement assez persuadés qu'il existe des frontières naturelles et d'autres qui le sont moins. Elles sont toutes artificielles, mais nos frontières, notre représentation de la binarité en fait des partitions du monde est liée à cette relation entre la nature, la carte, le corps qui remonte à l'époque moderne, qui se décompose en fait petit à petit à travers les époques. Et ce qui est assez intéressant, mais j'ai vraiment pas du tout le temps de poursuivre là, c'est de se rendre compte que dans une période plus récente, en fait, quand on a voulu faire de la coopération transfrontalière, eh bien, on a complètement retourné la sémantique de la séparation de la nature et de la frontière pour dire, voilà, à chaque fois qu'il y a de la frontière et justement de la nature entre deux pays, eh bien, c'est le meilleur argument pour se retrouver puisque c'est du patrimoine commun. Et on a longtemps cru qu'en fait, cette nature, eh bien, elle était suffisamment solide pour faire patrimoine commun. Mais à l'heure du changement climatique, à l'heure en fait d'une circulation accrue et rapide des facteurs pathogènes, des plantes invasives, des microbes qui ne connaissent pas les frontières, eh bien on passe d'une nature, on est vraiment en train de passer d'une nature division, à une nature lien, et aujourd'hui à une nature panique. Et c'est à cette nature panique, comme Paul Virilio parle de ville panique, de monde panique, que les artistes répondent aujourd'hui de multiples façons. Et je crois que mon temps a été écoulé, donc je vous laisse poser des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, Benjamin Riado, donc, qui est docteur en esthétique et sciences de l'art, qui a fait une très belle thèse sur les documents dans le land art, envisagés à travers la question du parergon.
Et donc il est membre fondateur de la revue en ligne Proteus, qui est une revue consacrée à la théorie de l'art, auteur de plusieurs articles et d'un ouvrage sur le je ne sais quoi. Le je ne sais quoi aux sources d'une théorie esthétique au XVIIe siècle, publié chez l'Harmattan en 2012. Voilà. Merci Larissa pour cette présentation. Alors aujourd'hui, mon propos va être très modeste puisque je vais commenter quelques images avec vous pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe plastiquement dans les œuvres de land art et qui est donc spécifique à ce... Plus près ? S'il faut absolument que vous m'entendiez. Donc j'ai intitulé cette communication Viewing Stations, considération sur la fabrique des points de vue dans le land art. Alors je vais essayer de m'en expliquer. On met beaucoup en parallèle le land art et l'art environnemental. Hein, c'est le cas de quelques publications, par exemple dans un ouvrage chez Phaidon. Et bien sûr, il y a quelques raisons à cela. Toutefois, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est souligner les différences qui ont évidemment à voir avec la conception de la nature des artistes qui sont engagés dans des pratiques comme ça de plein air et notamment de sculpture comme ça en plein air. Donc ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est d'examiner les formes spécifiques profondément nouvelles qui ont vu le jour avec le land art. Et donc, je vais essayer de m'en tenir aujourd'hui à des considérations vraiment plastiques. Mais d'abord, un petit mot de terminologie. Larissa Drianski vous a rappelé tout à l'heure l'origine précise de l'appellation land art et que l'on doit à Jerry Schum, qui est un galeriste allemand. Et maintenant, cette appellation est utilisée de façon un peu moins précise peut-être, comme bannière pour rapprocher des œuvres et des attitudes artistiques qui n'ont parfois pas grand-chose en commun ou en l'espèce qui n'ont pas le même rapport à la nature. Ainsi, l'artiste britannique Richard Long, que l'on tient pour un des représentants du land art européen, tient l'expression land art pour une désignation américaine liée au mode opératoire pour lui lourdement machinique des artistes outre-Atlantique, les Américains, dont il se distingue. Et il soutient en tout cas que le land art implique, je le cite, des bulldozers, des grands projets. Il me semble, dit-il, que c'est un mouvement américain. C'est de la construction sur de la terre qu'ont acheté les artistes. Le propos est de faire un grand monument permanent. Fin de citation. Alors vous savez peut-être que finalement il se dégage ici de ce propos de Richard Long une vision quelque peu étroite peut-être du land art, dans la mesure où nous savons que ce courant ou cette mouvance, même si elle s'est largement déployée sur le sol américain, comporte aussi des démarches et des pratiques qui sont tout à fait éphémères et qui ne visent pas toujours à constituer des monuments. Non, je suis entièrement d'accord. Très bien. Je vous invite d'ailleurs à table à intervenir à n'importe quel moment, hein, notamment si on ne m'entend pas. Donc, voilà, peut-être que Richard Long exprime ici des vues quelque peu étroites, mais en tout cas, il y a quelque chose de juste dans ce qu'il dit, et les œuvres les plus connues du land art répondent évidemment à ce mode opératoire qu'il décrit comme lourdement assisté par les machines, par les camions, les tracteurs, les tractopelles, ainsi que vous pouvez le voir derrière moi. Vous voyez une œuvre de Michael Heiser, qui a été réalisé dans les années 70, je crois, fin 69-70, et qui opère en une percée, si vous voulez, d'un plateau du Nevada, en deux endroits de part et d'autre d'un ravin. Et évidemment, il y a dans cet exemple que j'ai sélectionné une lourde intervention sur le paysage lui-même. Et donc on pourrait croire que tout cela engage une conception de la nature, de l'action de l'artiste sur la nature américaine, si gigantesque, etc. Je vais essayer de vous démontrer qu'en fait, il n'en est rien. Ce n'est pas réellement comme ça que s'est constitué son imaginaire de lui et de certains autres artistes autour de ces œuvres-là.
Donc, pour ce qui concerne les artistes du corpus que je pourrais retenir, eh bien, il s'agira bien sûr de Michael Heiser, dont vous avez l'exemple d'une œuvre sous les yeux, aussi de Robert Smithson, dont nous allons parler brièvement. Je ne parlerai pas de Walter de Maria, mais il est aussi concerné. On parlera un tout petit peu de Nancy Holt, qui est la seule femme finalement de cette mouvance, si l'on exclut Jeanne-Claude, la compagne de Christo, qui sont un petit peu en décalé dans cette mouvance-là, dans la mesure où ils n'ont assisté qu'à une seule, ils n'ont fait qu'une seule exposition en commun dans la fin des années 60. Enfin, je parlerai peut-être un petit peu de James Turrell et de Robert Morris, que je tiens à intégrer à cette mouvance du land art, même s'il ne s'y reconnaît pas. Et on parlera bien sûr de Dennis Oppenheim, qui est pour moi l'un des plus importants. Je vais essayer de vous dire pourquoi. Ce qui m'intéresse, en tout cas dans cette question d'appellation du land art, c'est comment dire, c'est cette, je ne sais pas comment le dire. Pour les land artistes, si vous voulez, la nature n'existe pas en tant que telle. Si vous voulez, le vocable land de land art, ça n'est pas le pays qu'on retrouve dans le terme paysage ou landscape, si vous voulez. C'est plus ou moins un matériau brut, quelque chose qui n'a rien à voir avec un imaginaire de la nature autogénéré, comme ça, mais plus une réserve de matériaux à leur disposition, comme si elle était directement sortie d'un magasin de BTP. T'es d'accord ? Totalement d'accord. Donc, effectivement, à ce compte-là, on peut souscrire au propos de Richard Long qui vise à établir que, d'une certaine façon, la nature est traitée à rude épreuve, d'une certaine façon, par ces artistes. Je reviens à Michael Heiser, dont vous avez un exemple derrière vous. Michael Heiser creuse les sillons de cette œuvre qui s'appelle Double Negative à la dynamite et au bulldozer, et déplace ainsi 244 800 tonnes de rochers et de gravats dans le ravin qui se situe entre les deux encoches qu'il a creusées. Et donc Heiser déclare dans un entretien avec Julia Brown, reproduit dans un catalogue, il dit « Je ne m'intéresse pas au paysage d'un point de vue artistique. Le landscape art américain est une chose, mais mon travail n'a rien à voir avec ça. Ce qui m'intéresse, ce sont les matériaux. » Et donc il précise, un peu plus loin, « J'ai acheté mon terrain dans le Nevada. » Donc Lang a raison de dire que finalement il est question d'acquérir des terrains. « J'ai acheté mon terrain dans le Nevada parce que je l'avais étudié et que j'y avais trouvé de l'eau, certains types de sable et de gravier avec lesquels on pouvait faire du béton et de l'argile qui pouvaient être utilisés pour faire du ciment-sable. Ce sont là des matériaux bruts, dit-il. » Fin de citation. C'est là, à mon sens, qu'on trouve le sens de land pour les land artistes, cette ressource exploitable sur place et qui permet de réaliser des grands chantiers artistiques. Alors Smithson n'est pas en reste. Cette œuvre est très connue, mais je me permets quand même de commenter un petit peu. Il fait quant à lui acheminer 6783 tonnes de roches basaltiques qui composent les rives du Grand Lac Salé dans l'Utah, par le biais de camions bennes et de tractopelles, pour former ici, dans la photo de Gianfranco Gorgoni, une jetée en spirale qui s'avance sur 450 mètres, je crois, depuis la rive jusque dans le lac Salé. Alors, Smithson a sélectionné ce site parce qu'il lui semblait qu'il était quelque peu pollué, ou en tout cas précédé dans son intervention artistique par une exploitation industrielle. C'était un site de forage. Voilà, c'était un site de forage de pétrole ou de... Je crois, oui. Quelque chose comme ça, et dont on trouve un petit peu les traces avant d'arriver sur le site de Spiral Jetty précisément. Et donc, si je présente Heiser et Smithson l'un à la suite de l'autre, c'est parce que c'est pour souligner la parenté profonde de leur recherche au début des années 70 et dans la fin des années 60. Smithson et Heiser sont liés, ils sillonnent ensemble les grands espaces de l'Ouest américain pour trouver des sites intéressants
il réalise un petit film d'artiste, d'ailleurs, Mono Lake, en 68 avec Nancy Holt, et dans lequel on les voit dévaler des pentes de cailloux comme des enfants. Mais il rivalise aussi de grands projets artistiques dans lesquels ils semblent s'échanger leurs compétences. Alors il me semble, mais c'est intuitif, que Heiser, parce qu'il connaît très bien l'Ouest américain, sert de guide comme ça à Smithson qui lui est débarqué de la côte Est. Et Smithson, en échange, partage avec lui ses compétences dans le BTP puisqu'il dispose. Il a travaillé comme ingénieur, c'est ça ? Non, il a travaillé avec des ingénieurs, mais pas comme ingénieur. C'était dans le New Jersey, avec une usine de terrassement, je crois. Bon, bref. Je crois que les détails sont pas importants. Certes. Donc on voit donc un net partage qui s'opère entre l'imaginaire états-unien et continental du land art, tandis que la vision des grands espaces du paysage est presque romantique pour Richard Long. Qui observe comme ça une pratique de balade pédestre dans le paysage, presque délicate et riche d'interventions non pérennes dans le paysage, qui hérite finalement de la promenade anglaise et allemande au XVIIIe siècle. Eh bien, Heiser, lui, explique qu'il nourrit un rapport technologique au paysage du Nevada, région, comme vous le savez, d'expérimentation d'armement militaire dans les années 60. Il dit, je cite, « Ma pratique reflète en particulier ma conscience de vivre à l'ère nucléaire ». Et donc c'est en ce sens, sans doute, que l'on peut parler d'anti-nature pour ces land artistes qui ont conscience que finalement, la nature c'est terminé. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus, comme ça, être à disposition des artistes dans un cadre comme ça idyllique. Elle a été investie par les hommes depuis bien longtemps et finalement, les artistes, tout comme le reste des humains, sont acteurs de la catastrophe qui se joue, si vous voulez. Donc il y a une conscience un peu tragique de l'environnement pour ces artistes-là, mais qu'ils ne cherchent pas spécialement à combattre, enfin, à mon sens. J'en viens maintenant peut-être à ce qui change dans les possibilités plastiques de la sculpture avec le land art. Et pour cela, il me faut faire un petit décroché par le minimalisme, qui est une forme de sculpture qui s'est développée dans les espaces d'exposition pendant les années 60. Ce que je voudrais juste établir, c'est une sorte de double retournement qui est celui opéré par ces sculpteurs minimalistes et qui ont annoncé par leur travail le land art. Alors peut-être que... Non, ça c'était une autre œuvre de Smithson. Voilà, je voudrais commenter cette sculpture-là, qui est une sculpture de Dennis Oppenheim et qui s'appelle justement Viewing Station. Voilà. Alors, pourquoi avec cette œuvre y a-t-il retournement à mon sens et pourquoi double ? Eh bien, le premier, ce serait déjà peut-être un retournement visuel et aussi corporel, dans la mesure où l'œuvre, ça n'est plus nécessairement ce que l'on admire dans le cadre de l'exposition, mais ce qui permet de voir autre chose. Vous voyez ici une sculpture qui est en fait pas vraiment un objet d'art à proprement parler, mais un promontoire sur lequel les spectateurs sont invités à se placer pour dominer de quelques centimètres l'espace dans lequel ils se trouvent. Et donc, d'une certaine façon, il y a avec cette œuvre une sorte de reconfiguration spatiale, puisqu'il ne s'agit plus de regarder un objet d'art pour ses qualités esthétiques, mais regarder depuis l'objet d'art un environnement qui, précisément, est dépouillé d'art, puisque c'est le lieu lui-même que l'on observe. Et donc, je vois dans ce type de pratique quelque chose qui est profondément annonciateur du land art, dans la mesure où les œuvres de land art qui sont pérennes aménagent l'espace de telle façon qu'elles sont le lieu d'exposition elles-mêmes. Elles ne sont plus quelque chose que l'on va voir pour apprécier ses qualités esthétiques, mais elles sont un lieu dans lequel on pénètre pour profiter de quelque chose presque d'énigmatique au moment où on y arrive.
L'autre retournement qui me semble est à l'œuvre, c'est un retournement spatial dans la mesure où la galerie n'est plus le centre d'art avec ce type de proposition, c'en est précisément la périphérie. Elle ne sert qu'à visualiser un espace autre, celui qui délivrera une expérience esthétique plus riche pour celui qui fait le déplacement dans le cas d'œuvres qui ont été réalisées in situ dans le paysage. Donc la galerie d'exposition n'est plus l'intérêt, mais c'est le site qui est intéressant, comme le souligne très bien Smithson, c'est-à-dire que l'espace d'exposition, elle n'est plus là que pour accueillir les répercussions d'une action d'artiste qui s'est accomplie ailleurs et que Smithson appelle le non-site. Dis-moi si je suis clair, je ne sais pas. Voilà. D'accord, très bien. Le non-site, non-site en anglais. J'en viens rapidement à cette œuvre-là. C'est une œuvre qui a été réalisée dans les années 70-71 par Robert Morris, qu'on a tendance d'habitude à ne pas trop associer au mouvement du land art parce qu'il a exprimé des vues un petit peu antagonistes vis-à-vis de cette mouvance-là, mais qui, me semble, est quand même compatible avec l'action et les formes, surtout plastiques, engagées par ces artistes-là. Il s'agit d'une œuvre qui a été réalisée dans le paysage hollandais en 71, et donc on a par rapport à cette œuvre la modification donc du relief, puisque un promontoire circulaire d'1,80 m à peu près nous permet de pénétrer au centre d'une structure comme ça circulaire, et si l'on se place à un point qui est indiqué par une pierre un peu au centre de cette structure, eh bien, on se trouve finalement sur un site, un lieu qui finalement a été configuré de façon à pouvoir observer des phénomènes astronomiques peut-être. Puisque cette œuvre, comme son titre l'indique, s'appelle Observatory, et donc d'une certaine façon, c'est lui-même un observatoire. Donc un peu sur le mode du promontoire de tout à l'heure, il s'agissait de se placer sur l'objet d'art de façon à voir quelque chose. Eh bien, cette logique se trouve prolongée et intensifiée, me semble-t-il, avec l'observatoire de Morris, puisque si l'on se place au centre de l'œuvre, d'une certaine façon, à une date très précise, on ne va pas seulement pouvoir assister à un spectacle esthétique, puisque l'œuvre en soi ne favorise pas cela en particulier. On va pouvoir faire déclencher l'œuvre, s'en servir d'une certaine façon pour assister à un phénomène astronomique, puisque au solstice d'hiver et au solstice d'été, il se trouve que le soleil va se lever pile dans les encoches que vous voyez en haut à gauche et en haut à droite par des petites formes en V. C'est-à-dire que le tracé de l'œuvre a été calculé de façon que, précisément à ces dates-là, ces dates clés, le soleil se lève ou se couche à ces endroits-là. Donc, d'une certaine façon, c'est un autre paradigme esthétique qui me semble engagé par ces pratiques-là, puisqu'il s'agit de déclencher l'œuvre en allant, se déplaçant dans l'espace, en allant la voir à un temps et un lieu précis. Il ne s'agit plus d'assister à un spectacle, mais d'une certaine façon d'avoir une utilisation opérante de cette proposition. Que se passe-t-il ? Voilà. Pour conclure, peut-être, puisque le temps j'aurais bien voulu vous montrer aussi cette œuvre-là, qui est une œuvre de James Turrell, qui porte en fait le nom du lieu dans lequel elle s'inscrit, qui est Roden Crater, qui se trouve dans le nord de l'Arizona. Pour le coup, l'artiste a acheté le site même d'un cratère naturel et l'a investi architecturalement, puisqu'il y a conçu tout un monument qui défile en une succession de salles et dans lesquelles il veut observer des phénomènes liés au passage des astres dans le ciel et qui sont censés donc avoir une répercussion en termes de qualité de lumière dans la structure qu'il a installée. Donc,
Si on accepte pour Rodenkreiter et pour Observatory que cette idée que les œuvres sont à déclencher, qu'il faut les agir, on gagne. L'intérêt, c'est que finalement, on ne les voit plus seulement comme des espèces de monuments qui seraient là juste pour marquer la mémoire de l'histoire de l'art. Ou dans le cas de Rodenkreiter, si on perd de vue ce pourquoi elle a été tracée et en quel sens, on pourrait la considérer presque comme un parc d'attractions. Donc d'une certaine façon, ce que nous invite à faire ces œuvres, et ce qui me semble intéressant, c'est justement à entretenir avec elles un nouveau rapport, puisqu'elle demande un investissement certain, mais surtout, et je tiens à citer Gilles Tiberghien sur cette question, ces œuvres demandent une confrontation physique avec l'œuvre, je le cite, qui décentre et déclenche une vision spécifique. L'art, en ce cas, n'est pas une chose à voir, mais une manière de voir. Et donc c'est ça qui me semble intéressant, c'est-à-dire qu'elles appellent une autre utilisation, une autre attitude par rapport à ces œuvres. Voilà. Merci beaucoup. Un peu laborieux. Maintenant, merci infiniment. Voilà, donc nous allons terminer par une intervention de Riccardo Venturi. Donc Riccardo qui est docteur en esthétique et histoire de l'art, auteur de très nombreux ouvrages sur l'art contemporain américain et italien et d'innombrables essais et articles. Il est collaborateur, entre autres, de la revue Art Forum et du blog Doppio Zero, et il est actuellement boursier de la fondation Gerda Henkel et prépare dans ce cadre un ouvrage sur la porosité de l'art italien, c'est le titre de travail, ouvrage dans lequel il développe une approche éco-critique et dont il nous livre un aspect aujourd'hui avec sa communication. Merci beaucoup, merci Larissa et merci en fait aux organisateurs de ces festivals. En fait, les choix étaient vraiment incroyables d'avoir comme pays les États-Unis et comme sujet la nature. Et vu comme Larissa disait, la une de la presse nous confirme aussi les moments excellent pour cette conférence. Il paraît qu'il n'y a pas un rapport direct entre les sujets et les pays invités, mais bon, l'année où il y avait l'Italie, il me semble que les thèmes étaient la folie, donc bon, voilà. Allons-y. Alors, dans une lettre à son éditeur Richard Weissbach, Walter Benjamin décrivait Naples comme la ville la plus incandescente qu'il avait vue en dehors peut-être de Paris. C'est dans les passages qu'il précise mieux sa pensée. Voilà, là il y avait une citation, je vais la lire. Hofmannsthal a trouvé une belle formule pour désigner cette ville, Naples, un paysage composé de vie pure. Et dans l'attraction qu'elle exerce sur les hommes, a une sorte de beauté qui appartient en propre au grand paysage, plus exactement au paysage volcanique. Paris est dans l'ordre social les pendants de ce qu'est les Vésuves dans l'ordre géographique. C'est un massif dangereux et grondant, un foyer de révolution toujours actif. Mais de même que les pentes du Vésuve sont devenues des vergers paradisiaques grâce aux couches de lave qui les recouvrent, l'art, la vie mondaine, la mode s'épanouissent comme nous par ailleurs sur la lave des révolutions. Alors on sait bien que dans les écrits de Benjamin, il y a une topologie en fait, bien spécifique et qui s'exprime dans les villes et dans les rapports réciproques, comme l'a bien saisi Susan Buchmors à travers les doubles axes Naples-Berlin et Paris-Moscou. Donc ici, vous avez à l'ouest Paris, où dans un sens politico-révolutionnaire, selon Buchmors, naît la société bourgeoise. À l'est, il y a Moscou, qui, dans le même sens, en marque la fin de cette société. Au sud, il y a Naples, où se situent les origines méditerranéennes, l'enfance enveloppée du mythe de la civilisation occidentale, et au nord, Berlin, où se situe l'enfance de Benjamin, développée de Benjamin lui-même. Voilà. Donc on situera les Passagenwerk au croisement de ces deux axes, l'axe horizontal qui indique l'avancement de l'histoire empirique en termes de potentiel social et technologique, Paris-Moscou, et l'axe vertical qui définit l'histoire rétrospectivement comme l'héroïne d'un passé non réalisé. Naples-Berlin. Il manque donc un axe Paris-Naples, précisément celui qui a parcouru les critiques Pirestani en 1972.
Donc en 72, Restani entre en contact avec la galerie Il Centro de Naples et sa directrice Dina Carola en se faisant promoteur de l'opération Vésuve, un projet d'action artistique in situ qui avait comme but la transformation du sommet du Vésuve en parc culturel international. Alors, selon les intentions de Restani, il s'agissait d'un acte de foi basé sur une constatation première, je cite Restani, c'était les caractères uniques, exceptionnels, certains diront providentiels, du mariage géopolitique de Naples et du Vésuve, de la ville et du volcan, de l'histoire et de la géographie, de l'homme et de la nature. Donc c'est ainsi que Restani saisit Naples comme une ville qui est signée par ses doubles genius loci, c'est-à-dire par une tension irrésolue entre l'élément volcanique et l'élément aquatique. Ou, comme Restani écrira dans la presse italienne, Naples et les Boccas et les Bourbons, la splendeur et la décadence d'une culture vivante, Naples et aussi les Vésuves, l'omnipotence de son mythe et les superstitions immémoriales qu'il a générées, ou légende nourrie par les fantasmagories de la peur. Donc Restani commence à réfléchir à ses projets en janvier 71 dans un texte écrit en français à Milan où il reconnaît les droits de l'artiste contemporain à créer un espace ludique à l'intention du public les plus larges, à intervenir directement sur les structures urbaines et la communication collective, un pas vers la socialisation de l'art, ça c'est toujours Restani, et la généralisation de l'esthétique. Vous voyez, il n'est pas un théoricien, mais ça c'est un peu ce qui pose comme base de ses projets. Et c'est au moment même de la montée sur le Vésuve qu'il y a l'intuition de cette opération. Donc les sommets du Vésuve, selon Restani, la zone du cratère de 1944, c'était la dernière éruption, est la terre de tous et la terre de personne. C'est no man's land desservi par les télésièges du cratère, c'est prête aisément à la définition d'une zone franche mise à la disposition des artistes du monde entier, décidéreux d'intervenir directement sur la nature du cratère. Donc, parmi les interventions plus ou moins éphémères, Restani pense aux environnements, aux structures ambientali, aux architectures fantastiques, jusqu'aux happenings, aux campagnes écologiques, au land process art, à l'art conceptuel, etc. L'opération Vésuve devait se dérouler en 3 expositions, une à Naples, une avec les projets européens, une au Japon et une aux États-Unis. Là, je fais un petit schéma que je ne peux pas en fait vraiment détailler, mais donc il y a une première exposition à la galerie à Il Centro en 72 et puis aussi au centre Domus, les centres de la revue Domus à Milan. Il y a une deuxième exposition donc à la galerie Minami de Tokyo, où le commissariat est assuré par Yoshiaki Tono, qui est un critique d'art et professeur à la Tama University of Art à Tokyo. Et puis cette exposition sera aussi montrée au centre, donc à la galerie à Naples et ensuite à Milan. Et puis une troisième exposition à Seattle, entre 72 et 73, et puis réexposée aussi encore à Milan et à Naples avec les projets américains. Et le commissariat, c'était donc de ces commissaires d'expo hollandais et professeurs à l'université de Washington, Seattle, Jan van der Mark. Alors, ces 3 expositions composaient la première phase de l'opération Vésuve et à laquelle devait suivre une deuxième phase proprement opératoire qui était planifiée pour 1973 et qui consistait dans la réalisation de 3 projets sélectionnés parmi ceux qui avaient été exposés et subventionnés, ce qui est incroyable, par la municipalité de Naples. Alors, dans le cadre de l'opération Vésuve, Restani joue un rôle déterminant en ne se limitant pas à siéger dans les cabinets de pilotage, si on peut dire. Tout d'abord, il rédige un manifeste en inscrivant ses projets dans les sillages plus amples de l'arte povera, du land art et de la body art. La nature, il écrit, est devenue les contenus et les récipients, il écrit ça en italien, les contenuti e contenitore de l'action poétique. La poésie est action. Un nouveau pacte entre l'homme et la nature de son temps. L'art, selon donc Restani, se montrera un gré de réinventer les Vésuves au-delà de la superstition ancestrale, réussira l'art à réconcilier l'homme avec la nature stérile et sauvage du volcan. Donc Restani affiche les programmes partout dans la ville, il distribue des tracts,
Il sillonne les centres historiques en camionnette et il parle en fait d'un véritable quadrillage du centre. Il n'hésite pas à déclamer les manifestes avec un mégaphone, comme s'il s'agissait d'un programme d'un nouveau parti politique. Donc affiches, tracts, camionnettes, mégaphone, et aussi la date qu'il choisit n'est pas, est vraiment est parlante, parce que pour cette action, Restani choisit les 4 et les 5 mai 72, c'est-à-dire la fin de la campagne des élections législatives. C'est une année de grande instabilité politique pour l'Italie, c'est pas très nouveau ça, et plus particulièrement pour Naples. En fait, les partis communistes semblent pouvoir l'emporter sur la démocratie chrétienne, qui finalement gagnera les élections. Les partis monarchiques alliés avec les partis d'extrême droite, l'EMCI, fera un score jamais atteint jusqu'alors, en prenant 3 fois plus de votes à Naples, c'est-à-dire les 26% que dans les restes de l'Italie, les 8%. Bref, les cratères du Vésuve devenaient, selon Restani, une zone franche, mais aussi une zone qui engageait une certaine politique. Et là, je n'ai pas le temps d'analyser ces photos qui viennent en partie de Naples, en partie des archives de Restani à Rennes, où on voit tous les manifestes en fait, politiques de ces journées. Et on retrouve aussi les passages de Benjamin donc sur les volcans comme élément politique. Alors, les projets proposés par les artistes européens, japonais et américains sont en fait assez hétérogènes. Restani était globalement assez satisfait et décrivait l'ensemble comme entre les rêves fantastiques, l'humour pop, l'imagination monumentale et l'utopie technologique. Dans une lettre au critique américain Gregory Badcock, celui qui avait fait donc l'anthologie sur la minimal art, Restani l'invite à Naples et il parle en fait d'un ensemble de action, happenings, ecology, land art, earthworks, fantastic architecture, technology, metamorphosis of any kind. Et seulement pour vous donner quelques exemples, en fait, les images ne correspondent pas. En fait, il y a qui voulait transformer les Vésuves en pot de fleurs, ou en bateau, ou en labyrinthe, ou en cafetière même, un monument aux touristes inconnus, c'est Ginapan, en poubelle où j'étais les éléments négatifs qui entravent les rapports entre l'homme et la nature, un musée dans les volcans, mais à forme de pyramide, donc avant le Louvre, un patinoire au fond du cratère, construire un cendrier avec une énorme cigarette à l'intérieur, dans laquelle il y avait un hôtel avec une piscine, une plateforme amphithéâtre pour contempler les étoiles, une cravate qui descendait tout au long du pont du Vésuve, un pétard, etc. Il y a des propositions d'amener même les Vésuves à Caserta, en échange avec les fameux palais qui est là-bas. Jusqu'à à préconiser une éruption. On voit ça dans un projet, dans une photo, voilà, à la gauche, préconiser une éruption qui éliminerait toute la contamination humaine. Parmi les projets japonais, il y a l'idée de construire un obélisque à forme de langue avec des trous sur la surface qui produisent des sons déterminés par les vents, ou de poignarder les cratères avec des couteaux en métal, en fait comme une critique un peu subtile de l'exploitation de la nature par l'homme. Les projets américains sont plus abouti. Il a fait des happenings comme celui de Alan Kaproff, c'est ce qui est des projets, c'est encore en train de mettre en fait toutes les informations ensemble. Une happening avec de la mousse à forme de nuages qui descendaient toujours vers la mer, transformer les Vésuves en serre tropicale comme Peter Hutchinson, ou les projets de George Brecht qui malheureusement sera pris seulement en 2278. Aussi Robert Smithson faut contacter, qui a déjà été évoqué aujourd'hui, et après une première prise de contact, en fait, il laissera tomber, mais on savait qu'il avait envie de travailler aux alentours du Vésuve avec la boue, avec la solfatare, avec ces boues bouillantes qu'on voit dans les alentours. Donc, trop ambitieux ou trop utopique pour une ville comme Naples, le projet sera officiellement abandonné le 6 octobre 1973 à cause d'une épidémie de choléra. Eh bien oui, quand Naples faut déclarer zone de calamité publique, et aussi Barcelone, dont Naples n'est pas la seule. Et si un catalogue résulte en préparation encore en mars 1974, au moins si l'on soutient à la correspondance entre Restani et la galériste, il ne faut que ces catalogues jamais publiés. Donc l'opération Vésuve inaccomplie autant que méconnue, faut vite oublier. Aujourd'hui, effectivement, personne ne semble en avoir gardé mémoire. Alors, deuxième partie de mon exposé, j'essaie un peu d'être un peu plus... de mener quelques réflexions un peu plus théoriques. Alors, l'opération Vésuve n'est pas la dernière tentative de faire du volcan.
et de son écosystème un sujet, ou mieux, en employant la terminologie de Bruno Latour, un actant non humain, avec sa propre adjonctivité géologique, voire lithique, suspendue entre matérialité et atmosphère, comme c'est les volcans, entre une substance magmatique propre de pierre, poreuse, et l'atmosphère nébuleuse qui suit les éruptions. C'est une adjonctivité évidente si l'on regarde, par exemple, la présence du volcan dans les footballs italiens, en fait, soit pro, soit contre, en fait, soit une adjonctivité qui est évidente sur une échelle un peu plus internationale à partir du 14 avril 2010, quand, vous vous souvenez bien, l'éruption d'un volcan en Islande, dont le nom est significativement imprononçable, et il y a Fiol, bon, il y a trop de consonants pour les prononcer, fit voler en éclats l'espace aérien européen pour une dizaine de jours à cause de cendres volcaniques qui étaient diffusées dans l'atmosphère. Donc cette adjonctivité est prise aussi en compte dans une exposition, il me semble la seule consacrée entièrement au volcan, Volcano from Turner to Warhol, à Compton Verney, en 2010, qui passe en fait des Rochiguet à Andy Warhol en passant par Turner. Donc les parcours de l'exposition, je pense c'est intéressant, ne suit pas une narration historique de l'éruption du Vésuve en 1979 à l'Etna récemment, par exemple, ni un parcours géographique, les Japon, l'Islande, l'Italie, les Hawaï, Krakatoa, l'Indonésie, comme par exemple dans les derniers documentaires pas terribles de Werner Herzog sur les volcans. Mais cette expo a un parcours thématique, c'est-à-dire que les images traversent toutes les phases du volcan. Donc, une première salle, il y a des volcans calmes, par exemple les monts Fuji d'Hiroshige, ou des photographies de Eleanor Antin sur la vie à Pompéi avant les volcans. Et puis, il y a une salle sur les tremblements et les grondements, et une salle sur les explosions et les éruptions les plus spectaculaires, et une salle sur les répercussions donc, des éruptions, comme les dessins de William Ashcroft, enfin, c'est sur les ciels de Londres après les tremblements de terre à Krakatoa en 1883, et jusqu'à une dernière salle où on voit les retours au calme. Donc, mais en général, en fait, il y a peu de matériel là-dessus. En fait, historiquement, les volcans ont été limités à l'esthétique du sublime, mais sont effectivement au centre d'une esthétique géologique. Je pense que Larissa disait en fait un mot dans son introduction. Et pour ceux qui me concernent, moi, j'ai plusieurs exemples, mais qui vont donc de Kirchner, qui, encore une fois, a écrit, a influencé Robert Smithson, et qui, dans ce livre Mundus Subterraneus, 1665, à la fois c'est un journal intime et un traité de volcanologie, et source d'inspiration de Smithson, qui lui donne donc un dessin, mais aussi, je voulais vous montrer ces dessins, mais je n'ai pas le temps de commenter, William Hamilton, Campif-les-Grès, en 1776, que c'est un des pères fondateurs, me semble, d'une esthétique géologique. Donc, il est à Naples plusieurs mois, et avec c'est pas lui qui prend les dessins, c'est Peter Fabris, qui était donc là à Naples, et qui constitue des dessins qui sont d'une beauté et qui ont été rarement exposés, à mon avis. Alors, cependant, entre les projets de Pierre Estany et des tentatives plus récentes, il y a un écart qui est non seulement artistique, mais épistémologique, et qui est bien saisi par les livres de T.J. Demos, qu'il a cité avant, Decolonizing Nature. Alors, selon Demos, l'éco-art des années 70 est signé par une idée de nature comme domaine séparé et inaltéré, comme monolithe ahistorique, qui doit être protégé de la dégradation industrielle, la pollution et l'exploitation économique. Bref, une idée de nature essentialiste, un peu comme dans la deep ecology, par exemple. Bien qu'il faut les préciser, ces pratiques des années 70 ont eu le mérite de montrer, de rendre visibles des processus qui, selon Demos, sont normalement en fait cachés. Et pendant les années 90, on assiste d'un côté à une politique néolibérale qui opère une naturalisation de la finance. Là, j'ai suivi en fait les chapitres sur la post-nature de T.J. Demos, selon laquelle donc les marchés un peu dans la nature humaine, et de l'autre, à côté donc de cette naturalisation de la finance, il y aurait, à partir au moins de l'administration Reagan, une financialisation de la nature, à travers la révolution biotech, un capitalisme biogénétique ou biotechnologique. Et c'est en fait dans ces cadres que la nature est pensée comme une source de profit, comme un objet financier, en tant que tel reproductible grâce à la technologie. Donc la crise environnementale est tout de suite une crise économique, qu'il faut en fait évaluer à travers des moyens économiques. Car la crise fait partie intégrante d'un cycle naturel et continu, interminable, de ruptures
reproduction et innovation. Alors, si l'on démontre, il y a donc deux réponses politiques et esthétiques à la fois, tous les deux légitimes, deux manières d'une éco-institutionnelle critique, deux manières de définancialiser la nature. Donc, la première, une position des activistes comme Bandana Shiva, des mouvements environnementaux, des groupes indigènes qui mènent en fait des projets locaux à une échelle communautaire. Et qui critique aussi donc une idée de communauté de propre aux social media, mais qui au contraire travaille vraiment dans les communautés réelles. Et ils insistent, eux, sur les droits de la nature, sur un état naturel, sur une nature à défendre contre les attaques de l'industrie biotech. Donc, revenons à cette idée de nature essentialiste. Alors, une deuxième position, au contraire, insiste sur la notion de post-nature, où, selon la formulation de Timothy Morton, qu'on a déjà donc croisé, d'une écologie sans nature. Et le livre est daté 2007, il faut le préciser. Donc, il nous faut une écologie sans nature, car l'idée de nature est désormais devenue trop idéologiquement compromise pour être profitable sur les plans conceptuels autant qu'esthétiques. Donc, il est objectivé, chosifié, réifié, transformé en marchandise, pensé comme quelque chose de séparé et d'extérieur. Donc ces conditions post-naturelles, Démence les précise bien, il ne fait pas l'impasse de l'écosystème. Il ne s'agit pas de nier les existences de la nature, mais il faut insister sur des approches qui ne sont pas anthropocentriques ou non occidentales pour conceptualiser un nouveau frais et visualiser la nature. Donc je vais conclure. Donc la question, travaillant sur l'opération Vésuve de Pierre Essani, je me demande comment reconsidérer les Vésuves, symbole iconique et plaie de la zone napolitaine, menace toujours imminente, mais aussi totem protecteur. Comment donc les considérer à l'époque de l'Anthropocène? Et je vais seulement donc vous montrer quelques images. En octobre 2005, l'écrivain Jean-Noël Schifano, encore un autre français, fut invité par les maires d'Ercolano à organiser une exposition de sculptures sur les pentes même du Vésuve. C'est un hommage à la fécondité du sol vésuvien, protagoniste de son projet artistique. Schifano fait réaliser des sculptures de lave. Lava, c'est un mot comme pizza et mozzarella, c'est Schifano qui l'a dit, qui est propre de Naples et qui puisse se diffuser à une échelle internationale. Qui installe en fait ces sculptures au long du parcours qui conduit de la ville d'Ercolano au sommet du cratère. Il s'agit de la première fois qu'un événement de ce genre soit réalisé, ce qui est fait difficile car c'est une partie qui est protégée. Alors les sculptures sont réalisées à partir de blocs de lave sur les flancs même du Vésuve parce qu'ils pèsent en moyenne 20-25 tonnes. Naturellement, ils sont sculptés donc in situ sur le lieu même de leur extraction. Et les résultats étant qu'une œuvre réalisée dans une matière inédite dans l'histoire de la sculpture, la lave. C'est un musée en plein air, il est encore là, je l'ai visité la semaine dernière, qui a la particularité d'exposer deux œuvres faites de la même substance du lieu dans lequel ils sont installés. 3 ans après l'inauguration, les sculptures ont commencé en effet à s'effondrer avec la pierre volcanique en donnant l'impression d'être nées du Vésuve, enfin d'être des véritables concrétions telluriques. Et c'est là jusqu'à la prochaine éruption qui enseignera la disparition ou l'engloutissement final dans la matière la plus poreuse. Je ne parlerai pas de Rosa Barba qui a fait une vidéo magnifique sur l'observatoire vésuvien où en fait on voit de messieurs qui ont assisté à la dernière éruption du Vésuve en 1944. Mais j'aimerais bien conclure en rappelant en fait que cette dernière éruption qui remonte en 1944 est pratiquement parallèle aussi au dernier bombardement qui a détruit pas seulement une partie du Vésuve, mais qui a détruit des villes, des villas des Pompéi qui avaient survécu la grande éruption et qui n'ont pas malheureusement survécu les bombardements des Alliés. Et donc encore une fois, il y avait 43-44, il y avait des bombes qui tombaient de haut et il y avait une éruption donc qui détruisait la ville. Enfin, c'était deux pratiquement à la fois. Et j'aurais donc envie donc il y avait ces doubles catastrophes, cette idée d'une catastrophe naturelle et politique, comme ces deux dimensions qui sont toujours, qui ne sont plus distinguables et qui sont parallèles.
Et j'aurais envie de conclure en citant ces petits livres de Sebald qui me semblent toucher à plein de questions, même s'il touche aussi par le pas du Vésuve, intitulé de la destruction comme un élément de l'histoire naturelle. Je pense qu'à travers les Vésuves de Restani à Rosa Barba, on peut, à l'ère de l'Anthropocène, on peut travailler sur une esthétique géologique centrée sur ces agents étranges qui sont les volcans. Merci beaucoup. On termine avec sous la pluie. Et je vous remercie beaucoup de votre présence. Je remercie beaucoup les intervenants. Donc malheureusement, Anne-Laure Amilazari était obligée de partir plus tôt. Et voilà, donc bonne suite du festival. Merci.